La France est-elle réellement impuissante face au trafic de drogue? 40 morts à Marseille depuis le début de l'année en lien avec le trafic de drogue. Un collectif de familles a alors décidé hier de saisir la justice administrative pour réclamer le retour de l'état de droit dans leur quartier abandonné. Notre quotidien est d'assister à des scènes de guerre, ont crié des habitants aujourd'hui sur l'antenne de CNews. Personne ne leur vient en aide. Ils ont raison. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu, ils en appellent au retour de l'état de droit dans Mhm. leur quartier. Or, dans Mhm. une certaine mesure, la France s'est rendue impuissante par le biais de ce qu'elle appelle, de ce que certains militants appellent l'état de droit. Donc il y a une différence, on va dire, de perception sur ce qu'est l'état de droit entre les habitants qui invoquent plusieurs libertés fondamentales, en effet, dans leur référé liberté. Ils parlent du droit à la sécurité, à la vie, le principe d'égalité et l'interdiction des discriminations, en l'occurrence la discrimination de ne pas compter aux yeux de l'État sur le droit à la sécurité et à la vie. Alors ce référé liberté, pour faire très simple, un référé liberté, vous savez, on le pose devant la justice administrative. C'est une procédure qui est accélérée et qui est conditionnée au caractère d'urgence de la situation. En général, un référé liberté, c'est par exemple le gouvernement prend une décision d'interdire une manifestation le dimanche. Vous êtes le jeudi, vous faites un référé liberté parce qu'entre le jeudi et le dimanche, il faut que la décision tombe. Donc là, évidemment, on se dit quelle est l'urgence. Oui. Alors évidemment, il y a une portée symbolique à ce référé liberté, c'est que l'urgence, elle est permanente. C'est pas d'ici à 3 jours, mais il y a véritablement urgence, à expliquer l'avocat qui représente quand même 52 requérants officiels devant la justice. Et à l'origine de la démarche, on trouve un collectif qui réunit 1800 membres, dont plusieurs familles endeuillées par les règlements de compte. Alors vous l'avez dit, depuis le début de l'année, c'est 40 personnes qui ont été tuées dans les règlements de compte à Marseille uniquement. On en a vu ailleurs, on a vu Nîmes qui tout à coup s'est réveillée. Et il y a 17 demandes qui sont formulées dans cette demande auprès de la justice qui révèlent une évidente fracture entre la réalité que vivent ces habitants et une espèce de fiction idéologique que l'on plaque parfois sur la réalité que vivent ces habitants. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parmi les demandes qu'il y a, la demande d'une présence pérenne des forces de l'ordre dans ces quartiers. Voyez comment on parle, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, voyez comment on parle de la perception, soi-disant, de la police par les habitants de ces quartiers. Quand ils font une demande devant la justice, ils demandent une présence pérenne de la police pour sauver la vie éventuellement de leurs enfants. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ils demandent également, parmi d'autres demandes, le renforcement des douanes contre l'entrée de cocaïne et des armes. Dans un autre mot, on appelle ça le contrôle des frontières. Le contrôle des frontières qui avait permis, souvenez-vous, pendant la crise du Covid, dans une certaine mesure, de tarir en effet le trafic de drogue. Et je me souviens à l'époque, il y en a qui nous disaient « c'est incroyable, le Covid a réussi ce que la police n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire stopper le trafic de drogue ». C'était pas tellement le Covid, c'était la fermeture des frontières. Ça pouvait arriver jusqu'au cerveau de tout le monde, ça serait formidable. Et si la requête était jugée recevable, alors là, il va y avoir une question évidemment même de forme. L'avocat a prévu des actions similaires dans plusieurs autres villes gangrénées par le trafic de drogue. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a aussi un fossé entre le discours parfois où on se dit, finalement, il y a une forte action, la guerre est menée contre la drogue, vous savez, c'est des mots que l'on entend beaucoup, et la réalité d'une situation qui échappe de plus en plus année après année, au détriment de ses habitants, un peu à tout le monde. Alors, est-ce que ce n'est pas précisément en raison de ce harcèlement contre le trafic de drogue que la violence explose et que les trafiquants règlent justement leur compte? Alors vous avez raison, c'est un argument qui est très souvent entendu. On aimerait que ce soit vrai, on aimerait se dire que enfin la guerre est menée et donc les trafiquants réagissent. Bon, a priori, c'est un petit peu fantasmé comme lecture de la réalité parce que avec ou sans harcèlement des points de deal, ces fameux harcèlements de points de deal, le trafic grossit et se radicalise. Je vais vous prendre un exemple. Déjà, on pourrait reprendre l'exemple de Nîmes. Vous savez, les policiers ont été envoyés, la fameuse CRS 8 a été envoyée après les règlements de compte. Donc, en l'occurrence, ce n'était pas l'endroit qui avait été choisi pour harceler les points de deal. Mais prenons l'exemple de Marseille. Ce qu'on apprend à Marseille, c'est que là où il y a énormément de règlements de compte, c'est 2 clans de la drogue qui se sont constitués. C'était 2, à la base, ils trafiquaient ensemble. Ils se sont dissociés. Ils représentent 2 clans extrêmement puissants qui ont chacun des dizaines et des dizaines de points de deal dans la ville. Et à l'origine de la vendetta récente, parce que ce sont des cycles d'année en année, à l'origine de la vendetta récente, les policiers marseillais expliquent qu'il y a une bataille dans une boîte de nuit en Thaïlande en janvier dernier.
entre les deux trafiquants, entre les deux clans. Donc c'est une bataille dans la boîte de nuit qui a fait que l'un des deux, qui a été très sérieusement, on va dire, rossé pendant cette bataille-là, a dit, à partir de maintenant, ils toucheront plus à la drogue dans la cité de la Passerelle, qui est donc une cité marseillaise. Et donc depuis, il a envoyé des gens pour aller les tuer. Parce que le respect de la vie humaine dans leur tête, c'est assez anecdotique par rapport à leur trafic. Donc vous voyez qu'un mort en entraînant un autre, vous arrivez à une vendetta et à une spirale infernale de règlement de compte permanent qui a assez peu à voir avec tel ou tel point de deal qui a été harcelé. Alors, il faut dire une chose, l'interpellation sur le terrain d'un dealer, l'amende collée à un consommateur qui ne va plus revenir, le point de deal qui est fermé, même s'il ouvre un peu plus loin, pour les habitants, c'est salutaire. C'est-à-dire quand c'est en bas de chez vous, vous êtes content que ce harcèlement existe, même s'il se déplace ailleurs. En l'occurrence, pour vous, ça change tout. Mais le trafic, lui, il est forcément pensé à une plus grande échelle que sur le terrain lui-même. Or, le Parisien a fait sa une aujourd'hui là-dessus. Ils font parler beaucoup de policiers qui traitent cette question-là. Et eux identifient deux sujets majeurs qui recoupent dans une certaine mesure ce que racontent les habitants et qui ont fait changer d'échelle, l'échelle du trafic de drogue en France. Les frontières dans les années 90-2000. Donc on comprend l'ouverture des frontières Schengen dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce que les trafiquants qui étaient obligés de s'entendre avec des gens de l'autre côté de la frontière ont géré toute leur importation tout seuls. Vous avez plus besoin de gérer avec les Espagnols, vous allez chercher votre marchandise, vous l'importez, vous la gérez de bout en bout. Donc ça a favorisé, on va dire, l'explosion du marché de la drogue à l'intérieur de ces frontières. Et la deuxième chose, la bureaucratisation du travail de policier, c'est-à-dire que vous avez des policiers sur le terrain, mais une fois que vous interpellez, eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est évidemment ça, la question qui se pose. Alors, j'ai décidé de prendre un exemple, parce qu'on parle souvent de la question de la procédure, la bureaucratisation. Alors, j'ai pris un exemple, j'ai demandé à un policier, quand vous voulez poser une balise, c'est sous une voiture pour suivre un trafiquant, pour voir où il va, où est-ce qu'il récupère, qui il rencontre, etc. Pour information, les trafiquants, entre eux, notamment dans les règlements de compte, ils vont acheter une balise dans le commerce, vous pouvez le faire sur Internet, ils balisent la voiture d'à côté et... Vous l'avez fait pour Marc Menant, voilà. Bon, eux, ils se balisent entre eux pour se retrouver à la sortie du parking. Ils se tirent dessus. Donc voilà comment eux utilisent les balises. Un policier. D'abord, pour utiliser une balise, il faut qu'il soit en train d'enquêter sur un crime et un délit qui est puni d'un minimum de 3 ans d'emprisonnement. C'est la base. Ensuite, il faut qu'il ouvre une enquête préliminaire, donc qu'il soit officiel. Ensuite, il doit justifier des éléments déjà factuels pour poser la balise. Il doit aller repérer la voiture pour expliquer où est-ce qu'elle est. Ensuite, une fois qu'il a repéré la voiture, il fait une demande d'autorisation au procureur au téléphone, puis il la double par écrit avec la justification. Le retour écrit du procureur permet de poser une balise, donc il faut retourner à la voiture en espérant qu'elle n'ait pas bougé entre-temps. Et cette autorisation dure 15 jours. 15 jours, c'est rien dans une enquête au long cours. Au bout de 15 jours, si vous voulez poursuivre cette balise, vous êtes obligé de l'anticiper un petit peu, sinon il faut retrouver la voiture une nouvelle fois. Alors cette fois-ci, au bout de 15 jours, vous refaites une demande écrite avec les nouveaux éléments pour poursuivre, parce qu'il y a une atteinte à la liberté des trafiquants éventuels. Donc vous refaites une demande au procureur qui, cette fois-ci, doit demander au juge de la liberté et de la détention, qui lui accorde éventuellement au procureur, qui retransmet au policier l'autorisation de poursuivre la mise en place de la balise pour 1 mois. Au bout d'1 mois, si votre enquête continue, des enquêtes pour faire tomber des réseaux, ça peut être des mois et des mois, voire des années. Et au bout d'1 mois, vous refaites tout ce cirque. Donc là, évidemment, c'est un exemple qui vous fait comprendre ce qu'est devenu le travail d'un policier. La deuxième chose, et ça c'est assez intéressant, c'est la déshumanisation du travail des policiers. Et on parle souvent, vous savez, des policiers de proximité, de la police de proximité qui apprenaient à savoir ce qu'il en était dans les quartiers. C'est vrai de la population générale, mais en l'occurrence, dans la voyoucratie, ce qui permettait aux policiers d'être informés, c'était ce qu'on appelle les indiques, ce que les policiers appellent les tontons, c'est-à-dire des voyous qui sont retournés au profit de la police. Sauf que là, encore une fois, tout s'est judiciarisé, parce que le trafic de stupes, faut pas se mentir, c'est toujours border, comme on dit. On dit, oui, un tel, il a été border. C'est toujours border. Parce que si vous faites parler un indique qui vous donne des informations, et en échange, vous lui faisiez sauter un PV, etc. Ça, la justice a dit c'est terminé. Donc, il y a aussi un manque d'informations parce qu'eux ont des logiciels extrêmement cryptés auxquels n'accède pas la police. Donc, vous voyez que le métier, c'est extrêmement complexifié, rendant le travail policier extrêmement compliqué pendant que eux, les trafiquants, génèrent des sommes d'argent qui les rendent extrêmement souples, on va dire, dans l'adaptation. Et justement, on dit que le trafic s'adapte beaucoup plus vite que les lois. Est-ce qu'il évolue réellement ?
Bah alors oui, alors très rapidement, les moyens sophistiqués, ce que je vous disais, donc la technique policière ne suit pas forcément les applications, les réseaux sociaux, d'autant que les opérateurs ont parfois du mal à répondre à la police, que ça coûte extrêmement cher, parce que j'ai appris cet après-midi que quand le policier fait une demande, par exemple, d'avoir le relevé téléphonique de tel ou tel trafiquant sur lequel il est en train de travailler, c'est facturé à l'État. Chaque opération, on va dire, de ces opérateurs qui, par ailleurs, obtiennent leur marché de l'État. Tout ça n'a pas été négocié. Formidable. La deuxième chose, c'est l'argent massivement engagé dans le trafic qui laisse imaginer le pire en termes de corruption. Vous savez qu'on en a déjà parlé. On a vu les cas de dockers, on a vu des cas même d'agents municipaux, on a vu des cas de policiers. Et la procureure de Paris avait dit attention, attention, parce que la corruption, quand elle commence à toucher des policiers et des magistrats, là, vous flirtez avec le narco-État, ce qu'on a vu dans des États parfois voisins. Et la troisième chose, c'est les tueurs de plus en plus jeunes, puisqu'on parlait des règlements de compte. Ils utilisent de plus en plus souvent, ils vont par exemple prendre un petit gars en région parisienne, ils vont lui dire on te file 30 000 balles, tu vas aller nous tuer tel ou tel ou tel à Marseille, si bien que les policiers marseillais jusqu'à maintenant, ils connaissent leur délinquance. Mais là, le petit gars qui fait l'aller-retour en 24 heures, ils n'ont pas le temps, ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas l'identifier, il n'y a pas eu de contrôle d'identité qui lui ont permis de le comprendre. Donc vous voyez qu'eux-mêmes s'adaptent à la connaissance des policiers sur place. Donc tout ça rend à la fois le travail très compliqué et le trafic beaucoup plus pérenne. Et moralité, selon vous, du coup, Charlotte, ces familles qui portent plainte contre l'État, vous pensez qu'il y a une chance d'une évolution ? Alors, je ne sais pas si la plainte elle-même, enfin le référé sera recevable lui-même. Là où elles ont raison, c'est qu'il y a clairement urgence. Et dans tout ce que je dis, le trafic de drogue, on ne va pas se mentir, c'est extrêmement compliqué de lutter, de se dire on arriverait à bout du trafic de drogue. Il y a quand même certaines choses qui pourraient être mieux faites, plus simplement faites, qui pourraient rendre les policiers plus efficaces, ça c'est absolument certain. En tout cas, déjà sur la forme, appeler à Exactement. l'état de droit, c'est capital, et appeler l'État à faire son travail. Ouais. Et pour l'état de droit. Et les indignés professionnels, peut-être à s'occuper de ces gens qui ont vraiment besoin d'une prise de conscience collective, ce serait pas mal aussi. Ouais.